Bienvenue dans cette nouvelle édition des Jeudis de l'Uni. Aujourd'hui, nous allons parler d'un domaine qui malheureusement n'est pas très développé en Algérie. Il s'agit du recyclage. Le recyclage. Alors bien entendu, il y a l'aspect industriel, l'aspect économique est extrêmement intéressant puisqu'apparemment de plus en plus d'entreprises, de PME s'intéressent à ce domaine d'activité. Et puis il y a un aspect, celui de l'environnement. On va essayer d'en toucher un mot également à la fin de ce numéro spécial. Alors pour parler de recyclage, de cette industrie du recyclage, nous recevons ce matin M. Karim Baba. Vous êtes directeur de la politique environnementale industrielle au ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement. Bonjour et merci d'être avec nous. Monsieur Ben Ali Mohamed, vous êtes directeur général de Binama. Vous êtes dans le recyclage. Vous allez nous expliquer dans un instant un peu comment fonctionne votre entreprise et quelles sont exactement vos missions dans cette politique de recyclage. Et puis Abdelwahab Brahim, président de l'UNI, l'Union nationale des investisseurs, qui nous accueille chez lui afin de débattre de cette problématique du jour. Alors, tout d'abord, Abdelwahab Brahim, pourquoi aujourd'hui, à votre avis, le recyclage intéresse le monde de l'investissement de plus en plus? En fait, bonjour tout le monde. Le recyclage, c'est un environnement, c'est devenu un environnement économique important et qui intéresse les investisseurs. Et de par le monde aujourd'hui, le secteur du recyclage et le secteur de l'environnement, c'est des pôles extrêmement importants pour le développement, que ce soit en termes d'emploi et aussi en termes d'environnement. D'où l'intérêt pour nous de susciter l'intérêt des investisseurs et pour qu'ils, je dirais à la limite, ils mettent un œil là-dessus, car c'est un secteur qui serait vraiment intéressant à développer et c'est un secteur, je dirais, ce n'est plus un secteur c'est devenu réellement un secteur économique. Le potentiel est là, il y a un potentiel, il est là, il existe, c'est un début et qu'il est important pour nous que les entreprises algériennes soient intéressées à ce secteur-là, que ce soit à l'investissement ou que ce soit, bien entendu, intégrer ce secteur-là d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. D'accord. Alors, Karim Baba, lorsqu'on parle de recyclage, on pense systématiquement au plastique. Est-ce que c'est dû à son abondance dans la nature? Dieu sait que le recyclage est tellement vaste. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation tout d'abord. Effectivement, ça tombe c'est de bon augure de parler du recyclage parce que maintenant l'État met le paquet en termes d'infrastructures. Et pour répondre directement à votre question, le recyclage c'est toute une panoplie. Si on voit la nomenclature des déchets, il n'y a pas que le plastique ou le verre ou le carton, mais c'est il y a pratiquement plus de 2000 produits qui peuvent être recyclés. Donc le gisement est là effectivement, comme vous l'avez précisé. Le déchet n'est plus la démarche, le paradigme a changé sur le plan international, c'est plus des filières monofilières de traitement en aval, mais plutôt de la reprise de tri. On va en parler, je vais détailler. Donc c'est juste pour dire que le paradigme a changé, que le déchet a une valeur marchande actuellement. On va parler des chiffres, on va parler de la plus-value qui existe, et je pourrais détailler tout ça, mais effectivement on est arrivé à une phase cruciale où l'investissement est important. Il y a un marché à prendre, ça crée de l'emploi et c'est ce qu'on appelle dans le paradigme nouveau la création d'emplois verts, c'est l'économie verte. Mais on a l'impression que tout le monde se focalise sur les produits plastiques. Alors, comme vous le dites, il y a le carton, il y a le verre, il y a le caoutchouc aussi. Il y a plusieurs produits. Pourquoi cet intérêt principalement pour le plastique? C'est un effet des dernières années, puisqu'on avait, je vais parler entre guillemets, les chiffonniers qui prenaient du plastique, parce c'est l'offre et la demande. Donc il y avait une offre, il y avait une demande, donc ça s'est focalisé sur le plastique. Mais actuellement, on a des points de reprise pour le carton, on a des points de reprise pour le verre, et ça commence à aller vers d'autres déchets spéciaux, on va en parler tout à l'heure, qui concernent les piles, qui concernent les batteries, qui concernent d'autres déchets. D'accord. Alors, Mohamed Ben Ali, je rappelle que vous êtes le directeur général de Binama. Vous êtes dans le recyclage. En deux mots, expliquez-nous au juste ce que vous faites. Je vous explique d'abord, j'allais dire, Binama, ce qu'elle faisait avant et pourquoi on est allé vers ce secteur-là. Binama, au départ, elle faisait du génie civil industriel et des installations électromécaniques, comme les installations
les grandes installations électriques pour sonner le gaz, les postes 400 kV, 220 kV, 60 kV, qu'on faisait en génie civil et en montage électromécanique. On faisait la même chose et d'autres choses pour Sonatra, comme les centres de protection incendie, qui rentrent un tout petit peu dans le génie civil industriel et l'électromécanique. Et on a vu que pour Binama, c'était une opportunité de se verser vers ce nouveau domaine qui est le domaine de l'environnement, c'est-à-dire du traitement des déchets. Donc on a commencé par approcher ce marché depuis il y a 1 an et demi et on a dit il faut absolument qu'on s'intègre à cette nouvelle opportunité. Et on a commencé par essayer de prendre avec des partenaires les premiers projets. Donc actuellement, on a un marché de centres de tri dans la wilaya de Blida par lequel on commence et on est en train de progresser dans ce domaine comme, j'allais dire, comme agisseur, comme opportunité pour l'entreprise dans ce domaine-là, en tant que réalisateur. Mais concrètement, comment voyez-vous votre avenir aujourd'hui, l'avenir de votre entreprise dans cette activité recyclage? Si vous voulez, on dit pour le départ, actuellement on est en train de commencer par les centres de tri, on va progresser vers les centres d'enfouissement technique. Ensuite, on va voir comment faire le tri des déchets par la suite. Si vous voulez, on passe par étapes. Actuellement, on est au stade d'approche de ce domaine-là. On amorce le domaine de l'environnement en général, c'est-à-dire les centres de tri, les centres d'enfouissement et tout ce qui va avec, puisqu'en réalité, c'est du génie civil et de l'électromécanique avec une certaine technologie. D'accord. Alors, Monsieur Baba, aujourd'hui, à qui on peut permettre en premier de faire de la récupération? Il y a par exemple les incinérateurs, il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui font dans l'incinération. Je pense qu'ils ont plus cette aptitude à faire de la récupération que les autres opérateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un dispositif leur permettant d'exercer justement ce métier de récupération et par la suite de recyclage? Si vous permettez, je vais un petit peu expliquer ce qui a été fait ces dernières années pour un petit peu clarifier ce qui a été dit par M. Benalia. Effectivement, les dernières années, il y avait l'apport de déchets dans des décharges anarchiques. Donc le programme consistait en premier lieu de faire une fermeture et une réhabilitation de ces déchets, ce qui a été fait à Oudsmar. Mais en contrepartie, c'était d'organiser les CET, les centres d'enfouissement technique. Et puis remonter. Donc on a commencé par, disons, l'aval et on remonte. Chaque CET est équipé d'un centre de tri et d'une déchetterie. Donc déjà là, on parle de tri qu'on valorise. On va expliciter un petit peu ce que c'est la valorisation, ce que c'est le recyclage, parce qu'il y a la valorisation en matière, il y a la valorisation énergétique. Ensuite, on remonte. Donc le tri était au niveau des déchetteries. Monsieur Benalia, ils ont plus une déchetterie qu'un centre de tri. Ensuite, maintenant, on essaye de remonter vers les usagers, donc les citoyens. C'est une affaire de sensibilisation, de changement de comportement. On commence à avoir des bacs dans des quartiers où on sépare entre la voie sèche et la voie humide. C'est un apport volontaire, c'est juste pour un petit peu influer sur le comportement des gens. Donc maintenant l'infrastructure est là. On a plus d'une centaine de CET qui doivent avoir une démarche, disons, économique. Donc il y a des gestionnaires qui doivent vendre ce qu'ils trient au niveau de ces CET. Et on a aussi les apports des privés. Donc il y a beaucoup de privés, effectivement, qui viennent au ministère pour s'informer. Et la démarche, elle est simple. Maintenant, ça dépend de l'installation. Si on veut faire un centre de tri ou un point de collecte, c'est des installations classées. Donc il y a toute une démarche à faire. Il y a ce qu'on appelle les études de danger, les études d'impact. Ils auront au bout du compte, au bout de 3 mois, puisqu'on est dans une phase d'allègement de tout ce qui est, disons, service public, donc ils auront leur autorisation d'exploitation. Mais on est là pour les accompagner parce que c'est l'objectif du programme, c'est le programme de gestion des déchets ménagers et assimilés qui, en premier lieu, c'était l'éradication des déchets sauvages et en second lieu, c'était d'organiser la collecte, le transport et le tri en amont. D'accord. Alors, Abdullah Brahim,
Problématique de recyclage visiblement intéresse les organisations patronales comme l'UNI qui aujourd'hui organise ce débat autour du recyclage. À votre avis, qu'est-ce qui intéresse en premier lieu aujourd'hui l'investisseur lambda, surtout quelqu'un qui est dans l'UNI? Qu'est-ce qui l'intéresse en premier pour investir ce créneau du recyclage? Lorsqu'on voit par exemple qu'un pays comme la Suède souffre d'un manque de produits à recycler, bon, on se dit que certainement ce n'est pas des choses qui manquent dans notre pays. Bon, effectivement, pour les investisseurs, ce qui peut les intéresser, les membres de l'UNI, c'est d'abord une opportunité. C'est d'abord un nouveau créneau. C'est un créneau tout à fait neuf, où il y a des opportunités immenses. Et pour vous donner une idée, le traitement des déchets, comment il est traité dans les autres pays, il est traité par des multinationales. Ça veut dire que c'est pas rien, c'est énorme. Et le déchet de toutes sortes, le nombre de déchets, monsieur Karim peut nous le dire, et le nombre, je dirais, de méthodes de traitement des déchets, ils sont très très larges. Et aussi la part énergétique, tous les éléments, c'est vraiment un environnement très large qu'on ne connaissait pas, qui est tout à fait nouveau pour nous. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nos investisseurs doivent réellement s'intéresser à cette partie-là parce que c'est une possibilité de développement, c'est une possibilité d'expansion pour le futur qui est extrêmement importante. Et comme disait aussi la problématique de l'environnement, c'est aussi une question de culture. Le déchet, au jour d'aujourd'hui, on parle de tout le traitement qui est un peu en amont, plutôt en aval, mais il y a toute la partie, il y a toute la démarche que chacun de nous doit faire en amont, à travers les tris, parce qu'on trie le plastique, on trie le carton, mais après c'est les piles, ensuite c'est des produits dangereux, c'est des produits non dangereux, etc. etc. Donc que ce soit du liquide, que ce soit du solide. Mais pour nous, c'est vraiment une opportunité. Et vous savez, en plus de ça, dans les programmes stratégiques de tous les pays aujourd'hui, on parle et tout est focalisé sur l'industrie, on appelle ça l'industrie verte. Donc tout ce qui est récupération, tout ce qui est écologique, c'est le futur. Il faut se positionner effectivement dans cette trajectoire. Mohamed Ben Ali, est-ce que vous sentez que ce créneau d'activité est de plus en plus intéressant pour les entreprises algériennes? Autrement dit, est-ce que aujourd'hui vous avez des concurrents, de potentiels concurrents dans ce domaine? Oui, des potentiels concurrents, il y en a, mais ils sont peu nombreux et ça ne suffit pas pour le marché algérien. Si vous voulez, on est pratiquement parmi les pionniers dans ce domaine-là. Et c'est pour ça qu'on commence à l'attaquer par morceaux. C'est-à-dire on a commencé par des petites choses et on est en train de se développer dans ce secteur, pratiquement dans tous les secteurs concernant l'environnement. Mais on commence par ce secteur-là de tri. Pourquoi? Parce que c'est le plus près actuellement au point de vue action du gouvernement. Le reste n'est pas encore prêt. À part les centres d'enfouissement, le reste n'est pas encore. Le problème de tri, qui est très important et économiquement apporte une plus-value très importante pour le pays, n'a pas encore mûri. Donc on commence, si vous voulez, par ce qui est déjà entré en application au niveau du pays, c'est-à-dire au niveau du ministère de l'Environnement, les centres de tri, les centres d'enfouissement, mais par la suite, il faut continuer pour développer ce tri-là par partie. Comme on sait, il y a je ne sais combien de produits qui peuvent être triés au fur et à mesure. Et donc, c'est un secteur, pour un investisseur, très prometteur. Karim Baba? Je vais réagir parce qu'effectivement, il y a un préalable, j'allais dire, au tri. Mis à part la sensibilisation et le changement de comportement, le tri, il lui faut un marché. Donc, et le marché, là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc je vais donner quelques chiffres un petit peu pour susciter le débat, pour voir qu'effectivement il y a un marché à prendre et une opportunité certaine. Donc sur 13,5 millions de tonnes de déchets qui sont générés chaque année,
avec une perspective de 16 millions d'ici 2016, il y a pratiquement, j'allais dire, 770 000 tonnes de produits recyclables. Donc, et là, en parlant que du papier, du carton, du verre et du plastique. Ce potentiel ne représente que 5%. Donc, il n'y a que 5% qui sont recyclés. Le reste, c'est infime, et le reste va au CET. L'intérêt du tri, c'est qu'on crée un marché, on diminue la fraction qui va au CET, et on gagne en durée de vie de CET. Donc, toute une fraction ne va pas au CET. Et on crée un marché. Donc, les 95% restants, c'est un marché à prendre. Et on parle que de filières du papier, du carton, du plastique, sans s'attaquer à d'autres filières. Par exemple, la partie organique des déchets, on est en train de faire accompagner justement les CET par les incinérateurs. C'est la valorisation énergétique. Toute la fraction organique va aller au CET. Mais on a besoin de déchets qui ont potentiellement un très grand PCI, un pouvoir calorifique inférieur, pour pouvoir un petit peu incinérer la fraction organique et récolter un petit peu, faire de la valorisation énergétique vers les chaudières, vers l'électricité. Donc il y a tout ce potentiel à prendre. L'infrastructure est là, l'investissement effectivement de l'État, il est là. Mais il manque, on a un balbutiement de privés qui viennent pour investir, mais il faudrait maintenant s'incruster. La marge est là, 95%, 5% qui sont recyclés, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Justement, on va vous poser la grande question. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe une véritable politique de recyclage des pouvoirs publics en Algérie? Oui, c'est la seconde étape du programme des déchets ménagers et assimilés. Après les infrastructures, on a commencé par les textes législatifs. Il fallait déblayer le terrain, donc il y a eu les textes législatifs, il y a eu les infrastructures, il y a eu dans les infrastructures, on a une centaine de CET, on a 42 déchetteries. C'est des déchetteries. On a créé les EPIC, comme on l'a fait sur la wilaya d'Alger. Donc on a organisé la collecte, on a organisé le transport. Maintenant, le marché est là, le privé doit s'y engouffrer pour prendre leur part de marché. Et il y a une politique, la deuxième étape, effectivement, c'est la prise en charge du recyclage. Alors le privé aujourd'hui, s'il investit ce domaine, qu'est-ce qu'il a à y gagner? C'est un peu ça, comment aujourd'hui les pouvoirs publics comptent attirer tous ces investisseurs, tous ces opérateurs économiques afin de faire du recyclage? Dans la politique, dans le programme de déchets ménagers assimilés, il y a effectivement tout un paquet sur les incitations. Des avantages? Des avantages. Il y a des avantages. On a commencé par la micro-entreprise. Il y a pratiquement, il y a un chiffre que j'ai eu récemment, il y a 2000 micro-entreprises qui ont investi ce créneau. Il y a 2000 petites entreprises, micro-entreprises qui ont investi ce créneau avec des facilitations de la part de l'ANSEJ et de la part de l'ANGEM. Maintenant, pour les grosses entreprises, moi je pense qu'on a eu des discussions avec de grosses boîtes qui veulent investir plus particulièrement dans tout ce qui est déchets d'activité de soins, dans les incinérateurs. Donc c'est un petit peu plus gros. Mais il n'y a pas beaucoup d'opportunités dans le domaine du carton, mis à part ce qu'on est en train de faire, d'organiser pour montrer que ça se fait. C'est des opérations pilotes. On a fait des points de collecte à Kouba, à Babzouar, pour le carton, le papier et le verre. On a fait même une opération pilote au sein de notre ministère, donc pour le papier et tout ce qui est carton. Et on donne ça gratuitement, par exemple, à Tonic. Donc c'est pour inciter, ça crée de l'emploi direct et de l'emploi indirect. Maintenant, les incitations, ça dépendra de l'investissement. Si par exemple un gros investissement, ça passera au CNI. Et au CNI, on a la présence de tous les départements et notre département appuie systématiquement tout opérateur, puisque c'est au niveau ministériel, c'est notre ministre qui y participe, sur la base de fiches techniques qu'on lui élabore, et on appuie systématiquement tout investisseur dans le domaine du recyclage. Abdelwahab Brahim, aujourd'hui l'investisseur a besoin d'avantages fiscaux, a besoin d'encouragement, surtout que c'est un domaine porteur, visiblement. Il est clair que quand on veut privilégier un secteur, il faut donner les moyens. Ça veut dire qu'il faut les moyens déjà d'accès. Déjà, est-ce que administrativement, les entreprises peuvent avoir accès à ce secteur
facilement, parce qu'on connaît notre administration, rien n'est facile avec l'administration. Donc est-ce que vous, compte tenu de l'importance de ce secteur, avez prévu des facilités d'ordre administratif? Ça, c'est une chose. En plus, effectivement, vous dites que vous avez plusieurs milliers d'entreprises, de petites entreprises. Bon, c'est vrai, c'est facile d'aller récupérer, de prendre le carton ou de prendre, mais c'est pas ce qui fait. Ça, ce n'est que, je dirais, ce n'est que la récolte en plus. Mais traiter le déchet et inciter des entreprises capables d'investir dans ce secteur, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui est réellement fait, je dirais, en dehors d'envoyer les gens au CNI? Si vous nous envoyez au CNI, c'est un peu, je dirais, c'est pas un welcome, comme on dit. Hein, ça veut dire vous faites la queue comme tout le monde. Or que stratégiquement, ce secteur, il est extrêmement important et que nous avons tout intérêt à s'occuper de ce secteur-là parce qu'il y va d'une question sanitaire qui est extrêmement importante parce que quand on parle de déchets, il y a des déchets toxiques, que ce soit pour l'homme ou pour l'environnement. Il y a des déchets ennuyeux, tels que les plastiques qu'on voit pratiquement, je ne sais pas si vous avez vu, quand vous allez sur la vallée de la Soumam, il y a des sacs partout. Ça devient un problème de santé publique, carrément. Mais même au sud, en plein désert, on ne voit que des sacs partout. Donc il y a vraiment, je dis, l'administration ou le gouvernement doit réellement prendre ce problème, je dirais, traiter ce problème très sérieusement pour inciter les entreprises à venir investir dans ce secteur-là, qui est un secteur d'avenir. Donc, comment assouplir En fait, celui qui voudrait, une entreprise qui voudrait s'intéresser à ce secteur-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? On vient vous voir, il y a un cahier des charges, il y a un programme, qu'est-ce qu'il y a? Les installations classées sont claires. Donc, sur le plan d'investissement, moi, je peux vous assurer qu'il y a des investisseurs. Quand on parle, par exemple, vous avez abordé la question des déchets spéciaux. Ce que les gens ne connaissent pas, c'est qu'on a déjà 6 incinérateurs dans le domaine des activités de soins et dans les produits chimiques. Vous parlez des dasseries. Des dasseries. Et en même temps, il y a un incinérateur qui s'occupe des déchets spéciaux toxiques. Donc il y a des investisseurs déjà qui se sont engouffrés, ils sont venus chez nous, on leur a expliqué la démarche. Justement, la démarche, comment on peut venir, une entreprise a pour prétention d'aller dans ce secteur-là. Est-ce qu'on vient vous voir? Il y a une direction? C'est l'objectif de ce genre d'émission, justement, c'est de faciliter l'accès à l'information. On a des investisseurs parmi nous. Après cette émission, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils vont venir vous voir et il y a un cahier des charges qui est prévu, etc., etc. Il n'y a pas qu'un service, c'est tout le ministère qui est au service de l'investisseur. Donc, l'investisseur potentiel vient au ministère. Des fois, ils viennent avec un concept d'idée. On va parler un petit peu terre à terre. Pour être pratique, parce que le ministère, c'est énorme. Il y a une direction. Il y a une direction des déchets ménagers et il y a une direction des déchets spéciaux, dangereux. Donc on vient à la direction des déchets ménagers et des déchets spéciaux au niveau du ministère. Exactement. Vous venez à la direction générale de l'environnement et du développement durable. Donc nous, on ne fait pas la dichotomie entre environnement et économie. Donc on parle de développement durable. Donc pour nous, c'est l'économie qui prime. Actuellement, je vous ai parlé tout d'abord de l'économie verte. C'est la création d'emplois verts. Donc vous venez chez nous, on vous explique, vous exposez votre idée. Je vous ai dit, des fois, il n'y a même pas une étude de faisabilité, il y a un concept d'idée. On vient chez nous, ils nous disent, j'ai envie de faire... Donc ça démarre de l'idée. De l'idée, bien sûr. Voilà. Et nous, on est là pour les accompagner, à affiner leur idée, à les orienter. Des fois, on les oriente vers des wilayas ou pour l'acquisition de terrain, vers l'ANSEJ pour des facilitations s'ils décident de faire ça dans l'ANSEJ ou dans l'ANGEM. Et on leur dit toutes les facilitations
on leur expose toutes les facilitations administratives. Donc, ils viennent, on leur explique comment est-ce qu'ils font leur dossier au niveau de... On classe déjà le déchet, on le classe, parce qu'on a une nomenclature. Ce classement va nous permettre de donner l'ordre de l'autorisation. Si c'est un déchet dangereux, on a 4 dérogations. C'est l'autorisation du ministre, l'autorisation soumise à la wilaya, donc c'est selon les critères de dangerosité, une autorisation d'APC ou la simple déclaration. Donc on classe le déchet qui va être recyclé ou traité, parce que vous avez parlé de traitement, et on leur dit le type d'installation. On les aide même à voir le process qui va avec le déchet. Et on leur explique comment confectionner le dossier d'autorisation d'exploitation qui est basé sur 2 études. L'étude de danger, comment est-ce qu'elle est faite, et l'étude d'impact environnemental. Donc tout investisseur, tout opérateur économique Oui. qui vient au niveau du ministère de l'Environnement, au niveau de la Direction générale de l'environnement et du développement durable, il a forcément accès à toutes ces informations que vous Oui. venez de citer à l'instant. Oui. D'accord. Donc- Monsieur Ben Ali, comment ça s'est passé pour vous, cet accès à l'information? Ça a été évident? Non, ce n'était pas évident. Mhm. D'abord, on a commencé par soumissionner sur des marchés comme ça, Mhm. où on a eu des difficultés d'approche, puisque théoriquement, on n'avait pas fait de centre de tri auparavant. Et il fallait déjà avoir fait des centres de tri. Ça nous a obligés à avoir un partenaire étranger qui a déjà fait ce genre d'ouvrage. Et donc, on s'est mis avec lui pour traiter ce problème-là, pour introduire le marché. Donc, on a été obligé de soumissionner 3 fois et d'expliquer et d'aller expliquer pendant 1 an que nous étions en mesure et capables de faire ce genre d'ouvrage pour finalement obtenir un premier marché au niveau de la wilaya de Blida. Mais on l'a obtenu. Mhm. Chaque opérateur a une histoire. Mhm. Mais généralement, on essaye de parler dans le global. Effectivement, au début, il y avait un transfert de technologie. Il y avait la volonté d'opérer dans le domaine, mais il n'y avait pas ce savoir-faire pour certains déchets. Parce qu'on parle du papier et du carton, on pense qu'on va collecter, mais ça dépend du débouché qu'on veut en faire. Donc il y a toute une technologie qui est derrière. Effectivement, il y a certains opérateurs qui ont été orientés vers des partenariats pour des questions de transfert de technologie. Si on parle par exemple de la reprise de certains produits, il y a parce que le déchet a évolué avec la technique. S'il n'y avait pas cette technique de reprise, de recyclage, il n'y aurait pas toute cette histoire de valorisation. Quand on parle de la valorisation énergétique, on n'aurait pas parlé d'incinérateurs s'il n'y avait pas toute cette technicité pour la reprise de produits qui ont un fort potentiel calorifique. Donc, mais actuellement, il y a certains opérateurs, il y a une dizaine d'opérateurs qui sont en concertation avec le ministère pour les orienter, qui ont vraiment une technicité très très forte dans le domaine de en la matière. Alors, vous donnez le chiffre de 5% des déchets de manière générale qui sont traités. Ça reste donc vraiment négligeable comme pourcentage. À votre avis, est-ce que c'est la faute des pouvoirs publics qui n'ont pas été offensifs, j'ai envie de dire, pour attirer l'investisseur vers ce domaine d'activité, ou c'est plutôt aujourd'hui l'opérateur économique qui n'est pas, on va dire, séduit par ce travail de recyclage? Où se situe la faute? Ce n'est ni l'un ni l'autre, parce que quand on se réfère à l'historicité de par le monde, de la reprise des déchets pour arriver au recyclage, si on prend l'Allemagne en exemple, qui est le top en la matière, ils ont mis pratiquement 25 ans pour arriver au tri à pratiquement 80%. Pourquoi? Parce que ça va de pair avec la sensibilisation. Et la sensibilisation, ça se fait sur une période d'une génération. C'est 25 ans, c'est une génération. C'est pour ça que le ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement a, investi plusieurs axes. Donc il y a eu la sensibilisation, il y a les écoles, on a des manuels scolaires, c'est toute une panoplie. Mais là, on est arrivé, comme je vous ai expliqué au début, après la mise en œuvre des infrastructures, la mise en œuvre du tri au niveau de certains points de collecte, on est arrivé au point crucial. C'est maintenant qu'on pourra dire de quelle partie ne va pas jouer le jeu. On est arrivé effectivement à un point crucial. Je vais rajouter un chiffre aux 5%.
il y a 30,5 milliards de dinars. C'est la plus-value qu'on perd chaque année en ne faisant pas le recyclage. C'est 30,5 milliards de dinars. C'est adossé à une étude qui a été faite par notre ministère. Donc le marché est là. Il est plus que porteur. Il est plus que porteur. Il est créateur d'emplois très, très, très fortement. D'accord. On va ouvrir le débat. Des interventions dans l'assistance, éventuellement, à ce stade du débat. Oui, tenez, vous avez le micro. Je vais vous demander de vous présenter, bien sûr. Monsieur Ben Arsala de Constantine. Je suis en quelque sorte le père d'un investisseur, d'un jeune qui s'est lancé depuis 7 ans et on est en train de subir une galère de par traiter les déchets, c'est en quelque sorte repoussant au niveau du citoyen pour avoir un parc ou n'importe quoi. Alors il a fallu attendre 2012 pour bénéficier d'un terrain dans le cadre du Calpiref, parce que vous parlez avec les gens, ils ne font pas la différence entre déchets et ordures ménagères. Et comme tout le Vous monde dites les gens, sait, vous voulez dire l'administration? oui, soit au niveau de l'administration ou bien au niveau de la location d'un terrain pour pouvoir établir un site de collecte. Donc vous allez voir un particulier, vous dites qu'est-ce que vous allez faire comme métier? Je vais faire le déchet. Tout de suite, ça porte préjudice. Donc il fallait absolument aller vers une zone industrielle, une zone d'activité. D'accord? Bon, les démarches depuis 2007, on a eu un premier accord en 2010 et il y a eu le problème des ANIREF. Il fallait passer par l'ANIREF, donc pour il fallait le foncier bénéficier. Comment dirais-je, il y avait une vente aux enchères en quelque sorte. Une adjudication. On ne pouvait pas faire concurrencer les laboratoires pharmaceutiques. Hein? Bon, enfin, pour ne pas être très long, on a eu le terrain et maintenant c'est toute la procédure administrative. Registre commerce, plan spécifique avec comme disait monsieur, pour avoir l'impact sur l'environnement. Toute une procédure assez lente. Pour revenir, M. Baba, le problème de l'Algérie, c'est un problème d'éducation. Le citoyen algérien n'est pas préparé à faire le tri sélectif. Et tout déchet, il faudrait le récupérer avant sa contamination. Si vous prenez par exemple les plastiques, les bouteilles de Saïda, les bouteilles de Coca, tout ce qui s'ensuit, si ces bouteilles sont lancées dans la poubelle, c'est des bouteilles contaminées qui exigent automatiquement un traitement spécifique, une décontamination. Vous ne pouvez pas recycler un produit s'il n'est pas sain, quel que soit le produit. On faisait la collecte pour le compte de Tonic pendant un certain moment. Tonic étant devenu ce qu'elle est, ils sont devenus administratifs aussi. Il faut attendre la fin du mois, il y ait comment on appelle ça, des contraintes sur la qualité. Il y a toute une batterie de mesures. Batterie de mesures. Le problème d'évacuation. Quand c'était des patrons, sur un simple téléphone, il y avait un chef de parc qui organisait les enlèvements. À présent, non. C'est en fonction d'une livraison sur telle région. Donc il y a des contraintes. Et le carton, le papier, c'est une matière qui est sensible. Si vous laissez exposer au soleil, à la pluie, automatiquement, quand ça arrive au niveau de l'unité, il y a une défalcation de taux de propreté ou bien enfin, il y a des contraintes. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, donc j'ai dit la question du tri sélectif au niveau des foyers n'existe pas. Et le deuxième point? Au niveau, par exemple, des industries également, il y a ce même problème. Vous allez vers les laboratoires, ils ne font pas le tri, par exemple, le verre à part, le carton à part. Donc, si vous vous amusez à enlever tous ces produits,
il vous faut un centre de tri à votre niveau pour trier le carton, du verre, de tout ce Très qui bien. est... Donc il faut une certaine... Merci. Voilà. Alors, Monsieur Babal, on a le témoignage vivant d'un opérateur qui a un peu osé investir ce créneau et on voit qu'il a eu depuis 2007. Donc depuis quand même un sacré temps. Très bien. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par dire que l'administration a commencé par organiser tout ce qui est tri, tout ce qui est collecte, tout ce qui est transport. Et là, quand les opérateurs viennent, on leur explique. Est-ce qu'ils veulent faire un point de tri, un centre de tri ou une déchetterie? Parce que la déchetterie, pour ne pas avoir ces histoires de contamination, pour parler technique, c'est l'apport volontaire. Donc, on a soit des entreprises, soit des privés, des fois c'est des personnes, c'est des individus qui apportent jusqu'à la déchetterie. Donc, on n'a pas ce problème de contamination. On leur explique qu'il faut mettre des conditions d'admissibilité vers leur centre pour dire que, par exemple, tel jour, je ne prends que le carton. Et voilà les conditions. Tel jour, je ne prends que les bouteilles. C'est une question d'organisation de votre centre de tri. Pour monsieur, c'était une question de collecte. On fait de la collecte. Voilà, vous avez à notre Et niveau. on fait surtout l'Est algérien. Voilà. De Hassim Saoud jusqu'à Naples. Voilà. Ils avaient à notre niveau un problème d'agrément de collecte. L'agrément est délivré pour la collecte des déchets spéciaux. Donc moi personnellement, j'ai reçu monsieur, je lui ai expliqué que l'histoire du registre de commerce, parce qu'il y avait un problème de registre de commerce, dans le passé, la personne allait vers les services du registre de commerce, on leur donnait un code, ils étaient collecteurs, sans demander ni technicité ni rien. Maintenant, c'est arrivé, dans le cadre du programme, c'est devenu une activité réglementée. Donc, ils viennent chez nous, on leur explique, le dossier est assez allégé, on leur demande les moyens de transport. Des fois, on a des gens qui vous disent on peut récolter de l'huile usagée sur les 48 wilayas. Quand on leur demande combien de camions, ils disent non, je vais créer. Donc, on leur dit que ce n'est pas possible de faire 48 wilayas avec Une location camion. Voilà. de camion. Donc, on leur explique tout ça, on leur dit comment on fait le transport, comment est-ce qu'on fait la collecte, comment est-ce qu'on fait... On décortique le décret 09-19 pour leur expliquer la manière de faire, comment gérer. Et jusqu'à maintenant, on a agréé 40 collecteurs dans le domaine des déchets spéciaux. Donc, c'est des gens qui collectent les dasseries, qui collectent l'huile usagée, qui collectent le ferreux et non ferreux. Mais ce qu'il faudrait savoir et passer comme message aux investisseurs dans le domaine de la collecte, c'est qu'il faut passer par l'agrément. On leur donne un agrément, ils sont agréés pour 5 ans. Et là, effectivement, ce n'est pas un cahier des charges, mais on leur explique la gestion et on leur demande chaque année de nous dire qu'est-ce qu'ils ont récolté pour un petit peu améliorer ce savoir-faire et cette reprise pour qu'ils aient un petit peu cette formation continue. Le dispositif législatif qui existe de nos jours, est-ce qu'il encourage ce métier de recyclage ou il reste encore franchement des choses à faire? À mon avis, je pense que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de problème. Mais si on voit que la demande va être très très forte, parce que nous, ce qu'on préconise actuellement, c'est cette mise en réseau des éventuels investisseurs. Monsieur a parlé de la problématique avec Tonic. S'il y avait un réseau bien organisé, un opérateur, sans prendre position, ne va pas dicter sa loi. Okay? Donc il y aura un réseau des traiteurs, un réseau des collecteurs. La mise en réseau est très importante pour défendre les intérêts d'une corporation. Aujourd'hui, c'est un peu tout ce monde qui est éparpillé. Chacun travaille de son côté avec sa façon de faire. C'est en termes de prise de part de marché. Actuellement, on est dans une phase de prise de marché sur certains créneaux, sur certaines filières. Notre rôle à nous, c'est un petit peu de faire le maillage du territoire national, d'organiser certaines filières pour qu'il y ait disons, que ça soit équitable entre opérateurs. Mais la demande est effectivement très très faible. Alors, je vais faire rebondir d'abord Monsieur Ben Alia sur cette mise en réseau. Est-ce que vous avez été contacté par, on va dire, des personnes qui font la même chose que vous? Est-ce que vous envisagez d'entrer en contact avec de potentiels concurrents? Je n'ai pas été contacté du tout, mais j'ai l'intention justement de contacter pour se mettre en réseau dans ce domaine. Effectivement, c'est beaucoup plus efficace et pour la collecte et pour le traitement.
mais pour l'instant, je n'ai été contacté par personne. Mais nous avons l'intention de contacter les gens De le faire et rapidement. de s'organiser en réseau. Alors, cette mise en réseau, Abdullah Brahim, vous qui êtes à la tête de l'UNI, elle est extrêmement importante. Bien entendu qu'elle est extrêmement importante, mais je pense qu'il y a quand même des problèmes importants en dehors de l'aspect, je dirais, technique de développement de réseau. Quand vous dites, par exemple, vous donnez un agrément pour 5 ans, ça veut dire, pour la collecte, ça veut dire que quelqu'un qui va investir, il va mettre les moyens, il va créer des équipes. 5 ans. Monsieur vient de passer 7 ans sans avoir rien fait. Donc, au bout du coup, en fin de course, on va lui dire, bah, votre agrément est périmé. Qu'est-ce qu'il doit faire, cet investisseur? Qu'est-ce qu'il doit faire? Quoi? Alors, il revient vous voir pour encore avoir 5 ans? Donc votre question, En fait, c'est pourquoi limiter cet agrément à 5 ans? En fait, je dirais, ce temps limitatif limite déjà l'investissement. Parce qu'on dit que c'est pas rassurant. Hein. C'est une sorte de blocage. Connaissant Voilà. notre administration qui n'est jamais constante, donc aujourd'hui, on vous donne, parce que vous êtes ce que vous êtes, on vous donne une autorisation de 5 ans. Mais dans 5 ans, vous ne serez plus là et je dirais où il y aura quelqu'un d'autre qui pourrait avoir tout à fait notre approche et qui ne donnera pas. Donc ça met très très mal à l'aise L'investisseur. Et ça ne répond pas au désir en fait de vouloir réellement développer cette filière. Donc ça fragilise, ça c'est une part. D'autre part, effectivement, vous dites les gens ils viennent avec des idées. Oui, mais les gens ils viennent avec des idées. On aurait aimé, nous, au niveau de l'UNI, que ce soit votre direction, votre ministère, qui, au contraire, explique aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire à travers une liste de projets, c'est vous qui êtes en charge, je dirais, de l'aménagement de tout cet ensemble. C'est à vous d'expliquer aux investisseurs quels sont les créneaux, qu'est-ce qu'il y a. Nous avons tel programme, nous avons tel projet, nous devons faire une centaine de centres, nous avons fait ceci, cela. Et l'investisseur va s'inscrire dans votre programme. Ce n'est pas à vous de vous inscrire dans le programme de l'investisseur. Ça, c'est important. Et l'aspect administratif. Donc, il y a une autorisation. Et cette autorisation, elle est donnée comment? En combien de temps? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir cette autorisation? Je vous réponds tout simplement, par exemple, qu'un collecteur, nous, par exemple, au niveau de l'UNI, on ne voit pas du tout d'un mauvais œil qu'un collecteur puisse louer des camions, ce qui est tout à fait logique. Pourquoi je suis obligé d'acheter un camion pour aller... Pourquoi dois-je être propriétaire d'un camion pour aller faire de la collecte? Or que moi, je suis collecteur, je ne suis pas transporteur. Donc on m'oblige à faire un autre métier qui n'est pas le mien. Ça, c'est pour réglementer tout ce qui est déchets spéciaux dans le monde des transports. Ça, c'est une réglementation onusienne, ce qu'on appelle l'ADR. Donc, il faut qu'il y ait un contrôle rigoureux de tout produit dit dangereux. D'accord. Les 12 critères de dangerosité, je pourrais m'étaler sur le plan technique. Mais pour les autres produits, ce n'est pas le cas. Au contraire, la porte est ouverte pour tout collecteur de produits recyclables. Il n'y a aucun problème. Donc c'est une façon un peu de drainer, une façon un peu de limiter le champ d'action. Il faut que ceux qui font dans la collecte ou le transport des déchets spéciaux soient des professionnels, entre parenthèses. Si vous permettez, monsieur El Hari, je vais expliciter. La loi a défini 3 types de déchets. Donc il y a le déchet ménager, il y a les déchets spéciaux, y compris les spéciaux dangereux, et il y a les déchets inertes. Donc à partir de là, on a élaboré ce qu'on a appelé le programme. C'est le programme d'action pour la prise en charge des déchets ménagers assimilés. Vu la mission transversale du secteur de l'environnement, l'objectif premier du programme, c'était de montrer aux potentiels investisseurs ce qui est faisable de ce qui n'est pas. Donc l'État a réalisé des CET, ce qui n'est pas interdit au privé de le faire. On a réalisé une centaine de CET. On les a accompagnés de déchetteries. C'est pour que ça soit démonstratif. Il y avait un problème de déchets, effectivement, mais c'est démonstratif. Il y a les CET, il y a les déchetteries. On a des investisseurs qui viennent pour visiter les déchetteries, pour voir comment ça marche. Il y a les centres de tri, il y a les points de collecte. Et là, on est en train de remonter pour arriver
avec les points de collecte pour les individus. Donc c'est toute une démarche graduelle et pluriannuelle qui est mise en œuvre. Mais pour le privé, rien n'empêche. Pour l'histoire du camion, je vais vous répondre. Ce n'est pas le problème qu'il y ait un ou deux camions, mais c'est de faire, parce qu'on leur demande un plan de gestion. Ils nous disent que pendant un mois, je vais faire les 48 wilayas avec un seul camion. Sur le plan de la faisabilité, ce n'est pas faisable. Donc on leur explique d'un petit peu, on n'interdit rien. Au contraire, on les reçoit, on leur dit qu'avec un seul camion, il faudrait mettre que vous faites 2 wilayas par 2 mois ou par 3 mois. Et là, on vous donnera les 48 wilayas. Donc pour qu'il y ait un maillage. Mais là, on le fait pour les déchets spéciaux, pas pour les collectes de papier, de carton. Au contraire, ça c'est un travail quotidien. On a des opérateurs qui font de la collecte journellement. Mais pour les déchets spéciaux, il faudrait qu'on arrive à une masse critique pour pouvoir faire déplacer un déchet dangereux. Si on prend le cas des déchets d'activité de soins, par exemple, à risque infectieux, Dasri. voilà, on le fait dans les 24 heures. Sinon, on aura des problèmes. Il y a des conditions de perméabilité, de conteneurs hermétiques, ça doit être homologué, le plastique doit être aussi l'épaisseur. Il y a toute une problématique qui est légiférée dans le décret qui prend en charge les déchets d'activité de soins. D'accord. Mais là, on est en train de s'éloigner un petit peu du recyclage. Moi, ce que je voudrais justement pour un petit peu faire accentuer sur, mis à part le papier, le verre, il y a d'autres filières qui doivent être organisées. Il y a la batterie, par exemple. On a 4 opérateurs. On a 4 opérateurs sur Gerdaya, sur Oran, qui font la reprise de batterie. C'est peu. C'est très peu. L'électroménager. Les sacs électroménagers, ce qu'on appelle les déchets encombrants. C'est là où il y a une très grande reprise de valorisation du plan, de tout ce qui est ferreux et non ferreux. Il y a un potentiel énorme à prendre en charge. Mais que les opérateurs se présentent au ministère et ils n'auront aucun problème. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut envisager, par exemple, d'introduire des avantages fiscaux pour ces opérateurs? Est-ce qu'aujourd'hui, une loi de finances doit impérativement tenir compte d'introduire des avantages fiscaux pour des opérateurs qui choisissent ce domaine du recyclage? Je vais pas trahir un secret. On a fait 2 propositions, justement pour aider les opérateurs qui veulent acquérir de la machinerie. Pour cette loi de finances 2014, de cette année? La loi complémentaire qui a été stoppée. Mais on a la LFC 2013. Exactement. Voilà. Mais on va reprendre les 2 incitations pour un petit peu défiscaliser l'importation de tout ce qui est matériel de dépollution et de traitement des déchets. Donc ils seront exonérés de droits douaniers, de droits fiscaux sur le plan financier. C'est une proposition qui sera appliquée à partir de... On a fait des propositions adossées avec un exposé de motifs très très solide qu'on a défendu au niveau du ministère des Finances. Bon, la loi a été stoppée, mais on a l'intention de reprendre les 2 avantages fiscaux, oui, les mêmes avantages fiscaux pour défiscaliser tout ce qui est droit douanier concernant l'importation du matériel pour le traitement et pour tout ce qui est... Donc ça sera d'ici l'été. Ouais. Ça sera d'ici l'été. J'espère, oui. Pour une relance de Abdelrahim sur cette question des avantages fiscaux. C'est important. Si on veut faire venir comment on appelle ça, des investisseurs dans ce secteur-là, il doit y avoir une facilité administrative, il ne faut pas que ça soit une barrière, et il faut qu'il y ait aussi une incitation sur un plan fiscal, ce qui est tout à fait normal. En plus que je vous dis, c'est pas un secteur, je dirais, c'est pas un secteur secondaire. Le secteur de l'environnement, le secteur de la récupération des déchets, etc., c'est vraiment un secteur extrêmement important. Aujourd'hui, quitte à me répéter à dire que c'est des multinationales qui opèrent à travers le monde, je dirais, dans ce créneau-là. Donc, c'est un secteur, il est stratégique pour notre pays. D'accord. Donc, moi je dis toute possibilité et toute action qui faciliterait l'intérêt des investisseurs à ce secteur-là, je pense que c'est à prendre et surtout alléger, je dirais, un peu l'information. Il faut qu'il y ait une information, il faut que les gens sachent dans quoi ils peuvent intervenir et surtout leur faciliter un peu l'accès. Et il y a, je dirais, il y a plus de formation à faire dans ces métiers-là que d'administration. C'est important.
Parce que vous dites, parce que on a l'impression que c'est des déchets, c'est rien, mais derrière ces déchets-là, il y a quand même une technologie, il y a quand même il y a des règles d'hygiène, il y a pas mal de choses. Monsieur, il parlait effectivement d'un déchet, d'une bouteille, si elle est jetée, elle est contaminée, elle n'est plus bien. Donc, il y a tout, c'est vraiment un métier de pointe. Donc, on aurait voulu aussi que notre ministère de l'Environnement, qui est chargé de ce secteur-là, soit aussi à la pointe d'expliquer et de rendre enfin l'accès plus facile, d'autant plus que nos entreprises, nos investisseurs n'ont pas encore l'expérience. Et si on leur demande d'avoir l'expérience, il faut bien qu'il est quelque part. D'accord. Maintenant, si on veut, si vous avez par exemple dans les appels d'offres, et on vous dit, comme on le dit très souvent, il vous faut avoir 10 ans d'expérience derrière vous, bon, il n'y a aucune entreprise algérienne qui a autant d'expérience. Donc il faut aussi mettre l'opportunité à la portée de l'entreprise algérienne, parce que sinon on n'aura jamais d'expérience. Et on sera toujours, comme d'habitude, sur le bord du trottoir. C'est important. Parce que les opérateurs aujourd'hui, ceux qui peuvent venir traiter ce genre de problème, c'est des mastodontes. On ne représenterait rien en face d'eux. Donc on n'a aucune chance. Les entreprises algériennes n'ont aucune chance, vraiment aucune chance. Donc il faut... Si vous voulez, en fait, si les pouvoirs publics veulent avoir des opérateurs nationaux dans ce secteur-là, en clair, il faut les créer. Il faut leur permettre, il faut, je dirais, il faut les accompagner, comme vous dites si bien, et ensuite les accompagner et créer tous ces opérateurs que vous allez retrouver dans 5 ans, dans 10 ans, comme des acteurs majeurs. C'est très important, ça. Des doléances tout à fait légitimes de l'opérateur économique, Monsieur Baba. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé par dire que c'est une démarche qui est graduelle et continue dans le temps. Pour revenir à donc c'est toute une panoplie d'axes qui ont été élaborés. Le ministère a un centre national de formation pour les métiers de l'environnement. Et actuellement, il y a 20 programmes qui concernent et le tri et le recyclage. Donc on a commencé par les APC, on a formé pour les APC qui se sont mués les bureaux d'hygiène Vous communal. formez aussi pour le privé? On Je forme suis pour le privé. opérateur économique, On forme à la carte. je veux investir ce domaine et j'ai un certain nombre d'ouvriers, d'employés, de collaborateurs que je veux initier. Je peux vous les envoyer? On forme à la carte. D'accord. Il n'y a aucun problème. Les opérateurs peuvent venir au ministère. On fait un programme et on le soumet au CNFE qui prendra en charge la formation dans le temps. Donc on a le CNFE, c'est le Centre national de formation des métiers de l'environnement. On a aussi une convention avec le ministère de la formation professionnelle où on forme ce qu'on appelle entre guillemets des déchettistes. Donc les gens qui vont s'occuper des tris et du recyclage en particulier. Et dès cette année 2014, il y a l'enseignement de ce qu'on appelle l'économie verte, donc l'intégration de toutes les préoccupations environnementales dans la sphère économique. Donc pour dire que le déchet a une valeur marchande et que maintenant on parle plus de déchets justement, on parle de matière secondaire. Même l'appellation change. Bien sûr, c'est une matière secondaire qui va être à un moindre coût que la matière première, ce qui crée une compétitivité certaine pour les entreprises qui investissent dans ce créneau. D'accord. Alors l'assistance de nouveau. Oui, monsieur? Bonjour à tous, c'est Jamal Barahimi de l'Agence nationale de développement de l'investissement, c'est l'ANDI. Donc je voulais revenir sur le point des avantages fiscaux qu'on pourrait accorder aux entreprises qui activent dans le domaine de recyclage de déchets. À ma connaissance, ces entreprises sont éligibles au dispositif de l'ANDI. Donc les accompagnements en exonération fiscale et parafiscale existent. Donc M. Baba a parlé d'une exonération des droits de douane, de la TVA sur les équipements à acquérir. Donc ça existe déjà dans le dispositif ANDI, que ce soit dans le régime général ou le régime qui passe par le CNI pour les grands projets. Par contre, je reviendrai sur un aspect très important, une délicatesse dans le domaine du recyclage. Donc l'acte d'investir dépend plus de la volonté de l'investisseur, de l'opérateur économique. Donc l'État
M. Baba a rappelé tout le dispositif mis en place au niveau du ministère de l'Environnement pour accompagner les entreprises, mais on peine, je dis bien on peine, à avoir des entreprises dans le secteur. Je vous donne un exemple. Nous avons lancé un appel à la participation en Italie, donc nous avons été, M. Benrasla est avec nous. Donc on a été invité par un organisme italien pour participer à un grand salon. On n'est pas arrivé à fédérer 10 entreprises pour nous accompagner en Italie, ce n'est pas normal. Alors qu'il y avait toutes les facilités, donc le déplacement. À part le billet d'avion, les entreprises n'avaient rien à payer. Donc on a eu la participation de 6 opérateurs, et je dis bien entre guillemets opérateurs dans le domaine, parce qu'il y a des gens qui veulent s'introduire dans le domaine et qui ne sont pas spécialistes. Donc moi je pense d'abord qu'il faut faire un travail de sensibilisation pour les opérateurs. Donc à mon avis, c'est un manque d'information dont souffrent ces opérateurs. L'intérêt économique est là. Quand on dit qu'il y a seulement 5% de matières qui sont recyclées et un manque à gagner de 30 milliards de dinars, je ne sais pas ce qu'il faut plus pour inciter l'investisseur à aller dans ce créneau. À moins qu'ils veulent, ce n'est pas une attaque contre l'investisseur, c'est juste un appel. À moins qu'ils veulent que l'État fasse tout pour eux, même l'installation de l'équipement, l'installation de... Non, il faut que l'investisseur prenne un peu l'initiative de s'impliquer davantage dans le processus économique national. L'État fait tout. La panoplie de lois, je pense qu'il n'y a pas un pays qui a une assez large panoplie de lois et de législation qui encourage l'investissement. Vous voulez dire que le privé aujourd'hui doit s'investir un peu plus? Non, l'opérateur économique dans tous les domaines, pas seulement dans le recyclage, il doit s'impliquer un peu plus et exprimer, enfin faire des propositions suite à l'expression de besoins. Donc l'État dit qu'on a besoin d'entreprises dans le domaine du recyclage. Les propositions ne peuvent pas venir de l'État. Ça serait orienter les choix des investisseurs. Ouais, mais l'investisseur, il vous dit toujours, il y a une bureaucratie, il y a une... Personne ne nie la bureaucratie qu'il y a, mais il faudra quand même faire avec. Il faut faire le nécessaire d'abord. Il y a des gens qui se plaignent de la bureaucratie sans entreprendre aucune démarche. Il faut considérer un entrepreneur ou un investisseur comme une abeille. Donc, au minimum, il faut mettre du sucre pour qu'il soit attiré. Donc, si l'investisseur, effectivement, n'est pas attiré par ce secteur, c'est qu'il y a 2 problèmes, en fait. Il y a le premier problème, c'est la communication. C'est quand on ne sait pas. C'est un secteur nouveau, on ne sait pas, donc il a besoin d'être vulgarisé. Et justement, en remerciant toute votre présence aujourd'hui, c'est le but, en fait. Mais ensuite aussi, il y a un autre problème. Considérer que l'environnement est méconnu dans notre pays, donc comme il dit notre intervenant, qu'est-ce que c'est l'environnement? Déchets, zbel, n'importe quoi. Donc les gens préfèrent. Nous avons un concurrent de taille, c'est que nous avons le conteneur. Les gens, ils préfèrent aller faire le conteneur, c'est beaucoup plus propre, que d'aller réellement faire un investissement et de surcroît dans l'environnement qui ne sont pas des investissements faciles. Donc il y a de part et d'autre à faire pour que ces investisseurs soient intéressés. C'est très important, ça. D'accord, oui. Comme je le dis, ce n'est pas une attaque contre l'investisseur. Nous sommes les partenaires des investisseurs sur le plan économique. Je vous donne un exemple. On a été en Italie, donc il y a eu des propositions concrètes de la part d'opérateurs italiens pour des partenariats en Algérie. On s'est déplacé en novembre, nous sommes pratiquement en février. On n'est pas arrivé à faire une proposition concrète. Je parle des opérateurs qui se sont déplacés. Un cahier des charges. Il y a une entreprise qui a proposé de collaborer dans le cadre des soumissions au marché public. Le cahier des charges, on n'arrive pas à le transmettre à l'opérateur italien qui aimerait travailler dans la visibilité. Il ne va pas venir s'investir dans un domaine qu'il connaît bien, mais dans un environnement qu'il ne connaît pas. Mais est-ce que c'est la faute à Oui, l'investisseur d'être dans ce flou? C'est les investisseurs qui s'impliquent peu. On attend toujours le prêt à consommer. Ce n'est pas une attaque, je dis bien, c'est une affaire de culture qui devrait changer avec la participation de l'État. Vous en parlez en connaissance de cause parce que vous avez eu affaire à ces 6, c'est ça? 6 investisseurs? 6 opérateurs, je ne dis pas investisseurs, 6 opérateurs qui se sont déplacés avec nous. Donc déjà, on a peiné à les trouver. Donc on avait une proposition pour avoir 10 participants, on n'a pas pu les avoir. Et sur les 6 qui se sont déplacés,
Depuis 4 mois, il n'y a pas de Depuis 4 nouveau. mois, aucun des six opérateurs qui se sont déplacés, mis à part M. Ben Rasla qui a fait une petite proposition qui n'est pas encore concrétisée, il n'y a pas de concret. D'accord. Je dis que celui qui émet le souhait doit faire des propositions. D'accord. Alors, Monsieur Ben Ali. Moi, je voudrais répondre. J'appuie ce que vient de dire M. Rahim en disant d'abord c'est un problème de communication. Ça, c'est vrai. On ne communique pas entre nous. La deuxième chose, moi, je vous réponds à l'inverse. Ça fait 2 ans et demi qu'on est en train de lutter pour rentrer dans ce domaine et on a eu des difficultés énormes, bureaucratiques, administratives et tout ça, pour pouvoir nous introduire et il a fallu qu'on collabore avec une société étrangère pour pouvoir pénétrer ce marché. Alors que c'est quelque chose de très simple que les Algériens peuvent faire, j'allais dire, de A à Z. Donc il y a d'abord un problème de communication, il y a un problème administratif qu'il faut résoudre parce que je ne sais pas pourquoi on part du principe que les sociétés algériennes ne sont pas capables de faire des choses comme ça. C'est ces problèmes-là qui font que nous, on n'arrive pas à accéder à ces marchés-là et à nous introduire là-dessus. Mais autrement, il y a des entreprises algériennes, il n'y a pas que nous, il y a des entreprises algériennes qui sont prêtes à investir dans ce secteur et qui sont capables de réaliser. Peut-être au début, il faut qu'ils soient accompagnés au départ par des sociétés, des partenariats étrangers, mais en réalité, qu'est-ce que c'est ces centres de tri? C'est du génie civil, de l'électromécanique, et en Algérie, il y a beaucoup qui savent faire de l'électromécanique et du génie civil. Donc, c'est pas quelque chose, et les process, c'est pas quelque chose de compliqué. Le problème, c'est un problème, j'allais dire d'abord de communication, et un problème j'allais dire, d'avoir confiance en nous-mêmes. C'est-à-dire de dire, c'est pas parce que c'est une entreprise algérienne, elle ne sait pas faire. Et je crois que cet esprit existe beaucoup en Algérie. C'est ça. Très bien. Alors, qu'on communique et qu'on... On va écouter madame qui demande la parole tout à l'heure. Bonjour. Alors, c'est madame Belbjawi Besma, gérante de Plasticycle Algérie, donc, qui est une entreprise de recyclage plastique. Alors, elle a été créée en 2011 et à partir du dispositif ANSEJ. Et je dirais qu'on a galéré pour mettre en pied cette entreprise, vu que j'étais toute seule, avec une formation de généticienne et un DES en marketing. La communication, elle est inexistante. Les universités, par exemple, n'offrent pas de formation, ni dans la plasturgie, par exemple, sauf l'université de Sétif depuis 2 ans, ni de formation sur tout ce qui est recyclage, environnement. Voilà. Donc, j'ai dû partir en Chine pour apprendre un peu des Chinois comment ils recyclent leurs déchets. Donc, j'ai pris des machines de recyclage, donc une ligne de lavage. Donc, moi, les déchets souillés, ça ne me pose absolument pas de problème puisque je les lave à chaud avec du NaOH. Une ligne de séchage pour diminuer l'humidité du plastique vu qu'à 0,6% au-delà, le plastique n'est pas d'une bonne qualité. Et après, une ligne de granulation pour transformer le déchet en granules, donc en matière première, qui peut être réutilisée dans l'industrie plastique. Et on compte bien sûr, Inch'Allah, fabriquer nos propres produits à partir de déchets recyclés. Donc le problème sur lequel vous voulez insister, c'est ce manque de formation lorsqu'on souhaite faire du recyclage. Déjà, on dénigre les jeunes dans le sens où on leur dit « vous ne savez pas faire ça, vous êtes trop jeune ». Ok. Il y a aussi le manque de formation, manque de communication. L'administration ignore complètement le sujet parce que en 2010, quand j'ai déposé mon projet à l'ANSEJ, ils n'ont même pas compris c'était quoi. Donc, j'ai dû attendre 2011 pour créer mon registre de commerce. Après, il y a quelques mois où j'ai obtenu mes machines qui ont été importées. Donc, il y a aussi le problème de banque qui ne suit pas. Donc, il y a toujours des garanties, ils demandent toujours des garanties. Donc, ils
prennent pas la garantie du projet lui-même, vu que c'est un projet très rentable, à haut potentiel, création de richesses. Et aussi, j'aimerais dire que, par exemple, moi aussi, comme M. Benrachid l'a vu, que l'unité à Constantine aussi, donc on a bénéficié du CalPRF dans le terrain, dans une zone d'activité, et on a eu du mal à le construire parce que tout simplement, la concession n'est pas hypothécable auprès des banques, donc on a du mal à hypothéquer pour avoir de l'argent ou comment construire. Et aussi, je pourrais proposer un truc pour le ministère de pénaliser les entreprises, en fait d'obliger les entreprises à recycler, à leur donner, en fait, ils doivent recycler pour que les déchets ne soient pas jetés. Très bien. Dehors. Donc on va retenir Voilà. d'abord en premier ce problème de formation, et je vais vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui l'université compte former, on va dire, ses futurs étudiants aujourd'hui, mais futurs opérateurs économiques demain, qui vont faire dans le recyclage, et puis comment aujourd'hui, finalement, deuxième aspect de la question de la dame qui est dans ce domaine, obliger tous les opérateurs économiques ou les industriels à faire du recyclage. J'ai rencontré Madame Annaba. Ah, donc vous les connaissez tous, c'est bon. Oui, oui. Donc ça prouve que, disons qu'il y a Ils la vous sollicitent communication. et vous les accueillez. Oui, oui, mes portes sont ouvertes pour tout le monde, donc on est au service du public. On a même invité Madame qui va participer à une conférence africaine sur l'économie verte. Donc moi je dirais que le problème de communication, effectivement, c'est pas un problème. Mais il faudrait un petit peu aller de l'avant dans le domaine de la communication. D'ailleurs, j'ai commencé par parler du Centre national de formation des métiers de l'environnement, qui est au service des opérateurs. On a aussi une agence nationale des déchets, l'AND, qui est au service, surtout dans le domaine du recyclage. Elle s'occupe que des déchets ménagers. Sans parler des déchets spéciaux, c'est les déchets ménagers. Donc, ils sont là pour accompagner les opérateurs. Sur tous les plans, sur les problèmes techniques, sur les problèmes de gestion, sur les problèmes d'optimisation de la technique. Il y a tous les aspects inhérents à l'acte d'investir. Donc, pour la formation à l'université, pour revenir à votre question, moi je sors de l'université algérienne et je suis spécialiste en génie de l'environnement et je me rappelle du cursus que j'ai fait. On parlait du recyclage à l'époque. Donc, moi, j'ai fait l'université en 82. La question des déchets est prise en charge, mais sans donner cet aspect de spécificité. À l'époque, on parlait de développement durable. C'était l'époque de Rio, je me rappelais. Mais actuellement, il y a d'autres aspects qui rentrent en ligne de jeu. C'est tout le paradigme qui a changé. Maintenant, les déchets ont une valeur marchande. Parce qu'à l'époque, c'était une machine. Si on prend l'acte d'investir pour rebondir un petit peu sur, on ne va rien interdire aux opérateurs, c'est des actes volontaires, on ne va pas leur dire vous faites... La machine c'est quoi? À l'époque on prenait le déchet à la fin, donc à l'aval, on le traitait. Et on faisait ça en continu, donc le problème persistait. Actuellement on parle d'économie circulaire, c'est la reprise du déchet, on revient au départ, c'est de la matière première secondaire. Donc les opérateurs d'eux-mêmes vont investir dans l'acte de trier leurs déchets parce qu'ils vont gagner en matière première. Maintenant, pour rebondir sur ce qu'a dit M. Brahimi, que je connais très bien, que j'ai vu dans plusieurs forums, effectivement, je ne dirais pas que la mentalité de tous nos opérateurs, mais quand ils vont vers les opérateurs étrangers, on leur fait miroiter cette idée de venir investir en Algérie, mais en fin de compte, c'est l'idée de commercer, même sur le plan des déchets. Si on prend les huiles usagées, ils disent qu'on va faire une joint venture, ils commencent par l'exportation parce que ça rapporte de l'argent, mais à la fin, il n'y a pas cet acte d'investir ou ce transfert de technologie. Je prends un cas très particulier, on va dépasser les filières classiques. Si on prend l'huile usagée, par exemple, l'huile moteur, il n'y a que 20% qui est collecté par Naftal. Le reste est exporté vers l'étranger. On pousse certains opérateurs privés qui viennent nous voir. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que ça commence par une idée. Mais ensuite, ils rentrent dans ce créneau de commerce.
alors qu'une usine de régénération d'huile usagée serait d'un apport indéniable pour la nation et pour les pays limitrophes. Alors, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui pour avoir ce genre d'usine? Est-ce que C'est des opérateurs qui... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si les opérateurs ne veulent pas investir, c'est que forcément, il y a un vide juridique. L'État a décidé d'investir par lui-même. On va faire une unité pilote pour montrer qu'on Le recyclage des huiles usagées. Exactement. De régénération d'huile usagée qui est techniquement meilleure qualité que l'huile de produit qu'on appelle l'huile mère. Donc ça, c'est important. Il ne faudrait pas qu'on dit M. Brahimi, effectivement, il y a des opportunités avec les étrangers, mais il ne faut pas que dans le domaine du papier, tout ce qui est ce qu'on appelle des filières classiques, dont j'ai parlé, dont j'ai donné des Mais le chiffres. recyclage est tellement vaste qu'il ne faut pas se focaliser toujours sur les mêmes matières. Exactement, c'est des filières, il y a des filières qu'on ne peut pas... Je vais vous donner un exemple. Les Japonais basent l'ensemble de leurs efforts sur la reprise de ce qu'on appelle les tubes cathodiques. Les télévisions, les micros, Pourquoi? Parce qu'il y a une petite partie, il y a de l'or. Donc ce qu'on appelle les produits nobles. Donc les gens actuellement se spécialisent. Quand j'ai parlé de monofilière, maintenant c'est des filières qu'on appelle, il y a plusieurs filières. Donc il faudrait se spécialiser selon les filières, parce que sinon on va se concurrencer. Par exemple pour le papier, ça commence à... Ça a plus ou moins réussi le papier. On a vu que on va dire l'expérience a bien donné. Mais pour les autres matières, ça piétine. Bien Plastique, sûr. caoutchouc, verre. D'ailleurs, notre première mission, quand il vient chez nous, on travaille en étroite collaboration avec l'Andi. On commence par leur dire, l'Andi a commencé à faire un travail énorme en mettant l'idée de bourse. Donc il y a l'idée, le concept d'idée, il y a aussi l'investisseur qui a de l'argent. Donc ils ont commencé par faire ça. Nous, on s'est inspiré de l'idée de l'Andi à travers l'AND, l'Agence nationale des déchets, pour qu'il y ait une bourse, mais en termes de matière. Dire que voilà, le gisement, il est à telle région, et l'opérateur peut aller et faire des démarches pour des études de faisabilité, pour un petit peu, j'allais dire, orienter dans le bon sens son investissement, mais en même temps, on a fait un décret sur les groupements. Quand j'ai parlé de réseautage, on a fait un décret, et jusqu'à maintenant, personne n'a voulu s'incruster dans l'idée de groupement. L'idée de groupement, c'est quoi? C'est pour des économies d'échelle. Monsieur a des camions, un autre opérateur a des terrains, un autre. Ils prennent en charge une seule filière. Ça fait des économies d'échelle de 50%. Est-ce que cette façon de faire marche en Algérie? Oui, bien sûr. Vu que souvent nos opérateurs sont, passez-moi l'expression, individualistes, donc c'est un peu dur de mettre tout ce beau monde dans le même circuit. On commence à avoir des résultats, des balbutiements de réseautage, surtout dans le domaine des filières classiques. Pour les autres filières, il y a du travail à faire. D'accord. Alors, il y a une autre question d'un monsieur au fond, oui. Salam alaikum. Je suis M. Bicharif, investisseur à Constantine. Oh, la Constantine est en force aujourd'hui. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Mais je ne vais pas investir à Constantine. Je suis allé vers Ain Baïda, le Bouhari. J'ai choisi ça pour des questions financières. Pour ne pas payer le terrain et investir pour avoir une unité un peu plus grande. Je me suis spécialisé dans le traitement et le recyclage des déchets ménagers. Je suis en train de monter l'idée. J'ai eu l'idée en Italie. Je réponds à M. Kamel, je ne suis pas parti pour faire le tourisme. Je suis allé chercher l'idée. J'ai trouvé l'idée que j'ai commencé à constituer mon dossier. J'ai fait mes recherches, mes études, l'étude technico-économique. J'ai tout préparé mon dossier d'investissement. Je ne savais pas que je dois passer par le ministère avant d'aller à la wilaya de le Bouhari pour déposer et demander le terrain. L'idée, c'est le recyclage, le traitement et le recyclage des déchets ménagers. C'est pour traiter le déchet organique. C'est pour avoir le compost. Et au plus tard, avoir l'énergie, la métallisation pour faire produire le métal.
parce que j'ai pas voulu commencer par la métallisation parce que le gaz naturel est beaucoup moins cher ici. On va investir 10 millions d'euros, c'est dans les environs 2 millions d'euros pour avoir du gaz, du métal. Il n'y a pas des machines qui sont vendues en Algérie qui fonctionnent avec ça. Il n'y a pas ça. C'est pour ça qu'on a la question que je dois poser à Monsieur Baba, Monsieur le directeur, c'est comment on va faire avec les APC. Parce que j'ai essayé des approches avec les présidents des APC pour la question. Ils collectent les déchets ménagers. Ils ne veulent pas venir chez nous dans le complexe, parce que moi, je vais faire un complexe qui va traiter 350 tonnes jour. 350 tonnes jour de déchets ménagers. Et je vais faire aussi une autre machine, une autre unité pour la récupération de pneus, 1000 kg/h, 1000 kg/h. Et une unité spécialisée dans les déchets hospitaliers. Les déchets hospitaliers, pas les médicaments. Et pas un incinérateur, c'est pas un incinérateur. C'est un autre procédé, c'est un nouveau procédé qui va traiter les déchets dangereux hospitaliers. Très bien, merci. Qu'est-ce qu'on doit faire avec les APC? Parce que les présidents des APC, ils ne veulent pas vous donner les déchets ménagers comme ça. Effectivement, c'est l'exemple de l'opérateur qui a fait on a un petit peu suivi le dossier de M. Benchelif, qui a fait une maturation, très bonne maturation de son dossier. C'est quelqu'un qui a cherché à connaître la technicité, à un petit peu voir les success stories qui ont été faites dans d'autres pays. Et effectivement, le projet de M. Benchelif est un projet à prendre en exemple. Donc, concernant maintenant pour la problématique, vous n'êtes pas sans savoir que votre complexe est une installation classée. Donc je suppose que pour ce qui est du terrain, c'est juste pour vous répondre, ce n'est pas une contrainte, c'est pour vous dire que tout ce qui concerne le terrain, ça c'est une autre démarche. Nous, on rentre en ligne de compte, c'est pour la mise en exploitation de votre installation. C'est pour ça qu'on fait une étude d'impact, c'est pour préserver le site. Et on fait une étude de danger pour des questions de sûreté et de sécurité de votre installation en cas d'accident. Ça, c'est l'application de la loi sur les dangers, sur les plans hors sec. Donc, pour un petit peu rebondir sur votre question, vous n'êtes pas sans savoir que la gestion et le traitement des déchets relèvent des collectivités locales. Ça, c'est la loi qui le dit. Donc, puisque vous avez eu un bon contact, je vais pousser un petit peu le bouchon avec M. Louali, vous n'êtes pas sans savoir que l'EPIC, il y a une EPIC de Wilaya qui gère les déchets. Donc ça c'est le programme qui l'a imposé. Donc après le schéma directeur de la Wilaya sur les déchets, il y a eu la création de ces EPIC pour justement gérer les installations comme on l'a fait ici dans la Wilaya d'Alger avec Netcom, ensuite actuellement depuis une année avec Extranet pour prendre le reste des communes. Donc ça relève plus de la Wilaya que de la commune. Mais comme dans le programme on parle de complémentarité entre les installations, votre installation n'est pas concurrentielle avec le CET. Okay? Elle pourrait prendre les fractions dont le CET n'en a pas besoin. Parce que le CET, en fin de compte, qu'est-ce qu'il va prendre? On va trier, on va prendre ce qu'on appelle les déchets ultimes. Donc on va enfouir les déchets qui n'ont aucune valeur. Ceux qui ont une valeur peuvent être repris par votre entreprise. Et ça c'est une convention entre cette EPIC et votre entreprise. Donc ça, c'est une démarche que vous devriez faire auprès des instances de la Wilaya. Rien ne l'interdit, au contraire, on encourage ça. Alors, une autre question d'une dame. Allez-y. Oui, bonjour. Je me présente, c'est Madame Bergel. Je suis présidente de l'association des femmes en économie verte. Notre association travaille beaucoup plus dans la promotion de l'entrepreneuriat dans l'économie verte en Algérie. Et donc, je voudrais entamer un autre volet. Donc, ce n'est pas les grands investissements, mais c'est les petits investissements et la création de petites PME dans le domaine de l'économie verte et précisément dans le recyclage et la gestion des déchets.
Donc, nous avons donc un programme pour l'accompagnement et l'incitation des jeunes diplômés sortant des universités pour les aider à créer leur entreprise et les accompagner dans le domaine de l'économie verte, donc tout ce qui est secteur du recyclage et le tri sélectif, etc. Et j'aurais aimé justement qu'il y ait aussi un représentant de l'ANSEJ pour compléter ce débat. Et donc, nous avons Landy. Et donc, j'aimerais poser juste une question. Je ne sais pas si vous pourrez m'orienter par rapport à cela. C'est les facilitations. Parce que nous, quand on parle aux jeunes universitaires, parce que nous avons des relations avec les universités, donc on organise des fois donc des journées pour sensibiliser justement les jeunes diplômés pour créer leur entreprise et investir dans ce secteur d'activité. J'aimerais savoir, parce que la majorité, ils ont une idée très, très négative sur le financement pour la création de leur projet. J'aimerais savoir si vous pouvez me répondre, Monsieur Delandy. Je sais, c'est un petit peu... Est-ce qu'il y a des facilitations par rapport... Vous sortez un peu de... Bon, c'est pas grave, on va lui donner 2 secondes pour répondre. Si vous pouvez lui donner le micro. Si vous parlez du dispositif ANSEJ, donc il n'est pas géré par l'ANDI, je ne peux pas vous répondre, mais je sais qu'il y a des aides au financement en l'ANSEJ. L'ANSEJ, son apport, c'est surtout le financement des projets pour les petites entreprises. Au niveau de l'ANDI, ce n'est pas le cas, nous n'avons pas cette faculté ou cette prérogative de financer les projets. Très bien, très bien. Alors le monsieur au fond qui demande la parole depuis tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, c'est Rachid Bessaoud. Je représente l'organisation non gouvernementale internationale R20. Alors, R20, c'est quoi? C'est plus connu par son fondateur Arnold Schwarzenegger, qui a signé un protocole, un accord de partenariat avec le gouvernement algérien en juin 2013. Et en réalité, disons, à l'écoute de tout ce qui a été dit tout à l'heure, je pense que le R20, en tant qu'organisation non gouvernementale, a pleinement son rôle à jouer dans cette dynamique et dans ce processus qui est enclenché dans notre pays. D'accord. En effet, par la signature de cet accord de partenariat, le R20 a décidé de lancer de s'implanter en Algérie au niveau d'Oran, qui constitue un des 9 pôles mondiaux en matière d'action dans le domaine particulier du développement de projets dans le domaine des déchets et de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. D'accord. Alors, votre proposition, votre plan d'action, au juste. Concrètement, le R20 MED, Méditerranée, implanté à Oran, sa mission est d'accompagner les acteurs locaux à un niveau, disons, des collectivités territoriales. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez accompagner? Est-ce que c'est le conseil, c'est le financement, c'est quoi, juste? Oui, j'y arrive. On n'a pas beaucoup de temps. Oui, très rapidement. C'est en fait de travailler en direction des 3 groupes d'acteurs qui interviennent et qui en réalité sont isolés les uns des autres. Et on le voit très bien, il y a des investisseurs nationaux en Algérie qui interviennent dans ce domaine, mais l'information n'existe pas, il n'y a pas de base de données, il n'y a pas de cartographie, il n'y a absolument rien qui existe. Et donc, c'est travailler donc en direction des collectivités locales pour essayer d'identifier les besoins locaux en matière de développement des filières de valorisation des déchets. Deuxièmement, travailler en direction des détenteurs de la technologie. Il faut bien comprendre que c'est un réseau international. Et comme le disait M. Rahim, et même donc M. Baba, ce sont disons, des activités économiques basées sur de la technologie. Et du savoir-faire. Voilà, et du savoir-faire. Donc,
aller vers ce groupe d'acteurs, donc les détenteurs de la technologie, les institutions académiques, universitaires, internationales, etc. Et également le troisième groupe d'acteurs qui est important, parce qu'on peut avoir les deux premiers groupes, mais si on n'a pas les finances, si on n'a pas les investisseurs, si on n'a pas des banques qui sont là, des mécanismes financiers pour mettre en œuvre des projets, ce ne sera pas possible. Donc, un, c'est cela. Deux, et pour répondre à la préoccupation qui a été exprimée tout à l'heure, c'est également le développement de la formation. La formation de l'ensemble des acteurs intervenants. Mais c'est surtout aussi pour développer de l'expertise nationale. Parce qu'effectivement, c'est un secteur qui nécessite, disons, des compétences, une connaissance sur le plan technique, technologique, réglementaire. Et donc, c'est à ce niveau-là que notre organisation aura à intervenir, elle a commencé à se préparer à agir. Voilà. Bien. Alors, monsieur qui souhaitait tout à l'heure rajouter une information, puis vous. Soyez bref, très vite. Premièrement, si je suis là, je ne suis pas venu pour régler des problèmes personnels, mais beaucoup plus pour partager avec l'ensemble de l'assistance l'expérience vécue sur le terrain. Le problème du Hamiz n'est pas le problème de Constantine, le problème de Hassim Saoud n'est pas le problème de Annaba. Donc, M. Baba, si je suis venu, c'est pour essayer de communiquer et d'aider de par une expérience du vécu. D'accord. D'accord. Et on vous en remercie. Je m'excuse. Oui. En ce qui concerne la fiscalité, on est traité au même titre que n'importe quelle entreprise. Nous n'avons aucune facilité. Pour ce qui concerne les huiles usagées, il y a une taxe de 2,5% sur chaque produit pétrolier qui est récolté pour la protection de l'environnement. Donc, logiquement, en tant que collecteur des huiles, logiquement, on doit avoir ne serait-ce qu'une aide. On n'a pas ceci. En ce qui concerne, je dis les impôts, on achète chez des collecteurs qui n'ont aucun registre. Parce que, par exemple, pour Tonic, on est tenu de récupérer un certain tonnage mensuel. Si on ne le récupère pas, donc on ne peut plus être agréé. On achète sans facture et on vend à Tonic avec des factures. Donc on est... c'est pas tellement encourageant. D'accord. Alors, le monsieur, en dernier. Je me présente, c'est M. Mamesh, chef de Mostaganem. Je suis porteur de projet. Bon, en ce qui concerne le recyclage, bien sûr, nous avons déjà une activité de fabrication de matelas. Bon, on est venu au recyclage, c'est parce qu'il y a eu une expérience concernant les matelas universitaires, les matelas d'hôtellerie, enfin toute la literie concernant les collectivités. Bon, comme par hasard, on s'est trouvé en contact avec ce recyclage. On a commencé à recycler les matelas des hôtels. Le micro, s'il vous plaît, le micro. Oui, on a commencé à recycler les matelas à la demande des hôtels, parce que ça revenait presque 3 fois moins cher. Et c'était un recyclage à fond, hein. C'est-à-dire à partir, on faisait décortiquer tout le matelas à ressort et remonter avec une désinfection du ressort et récupérer le ressort, récupérer une certaine matière, puis rajouter une matière et ça revenait 3 fois moins cher que le prix du neuf et en même temps garanti 3 ans plus que le neuf. Parce que nous avons introduit une technique qui est unique au monde. Alors, vous avez une question Vous avez une question précise? Oui, justement, parce que en fonction, parce que ça fait 3 ans qu'on est dans ce domaine-là. Bon, entre-temps, avec l'activité du matelas, on s'est trouvé introduit dans le domaine du recyclage. Bon, ça fait 3 ans que nous sommes en étude. Moi, personnellement, j'ai proposé, bon, bien sûr, avec les autorités locales, au moins à Mostaganem, c'est-à-dire, pour nous, il y a 2 sortes de recyclage. Parce que le recyclage, il faut être sur le terrain. Il y a le recyclage théorique et il y a le recyclage pratique. Moi, je suis dans les CET, je suis dans les décharges publiques, sauvages, on est partout, nous, on est en train de... Nous, c'est pas dans les bureaux qu'on fait ce genre de travail. Le travail, pour le manque à gagner que nous perdons, c'est une question de... Justement, c'est une question de gestion. Donc, si je comprends bien, c'est une question de gestion. Invitez les pouvoirs publics à plus... C'est-à-dire que nous voulons créer genre un circuit fermé, si vous voulez.
C'est-à-dire, moi je suis en conventionné avec des CET. Je travaille déjà avec 3 CET, c'était de Mostaganem, de Mascara et de Tiaret. Bon, nous, les CET maintenant, ils se plaignent parce que ils ont 2-3 ouvriers qui sont pris à partir de l'ANEM, donc automatiquement ils ne paient rien et ils ne veulent rien récupérer. Nous, on est là sur les décharges, ils ne veulent rien récupérer. Au lieu de récupérer, par exemple, on a fait des calculs avec... D'ailleurs, j'ai discuté avec les responsables des CET. Ils m'ont dit, écoute, si vous voulez maintenant récupérer votre déchet, on va trouver D'accord, donc moyen. le problème que vous citez, c'est le fonctionnement aujourd'hui des CET. Vos principaux partenaires à vous. Le problème, il faut créer un circuit. Chaque gestionnaire doit créer un circuit, que ce soit de la récupération jusqu'au traitement et même réutiliser sa matière, je veux dire matière première. Merci. Voilà. Alors, madame, dernière intervention pour donner la parole et la fin pour les panélistes. Je suis madame Wanani Na'na'a, présidente de l'association des femmes chefs d'entreprise. Alors, moi, je vais parler tout à fait d'autre chose, peut-être à côté. Moi, je parlerai surtout comment réduire ces déchets. Alors, comment réduire les déchets? On voit notre environnement, comment il est pollué. Il y a des sachets, je vous assure, quand vous faites de la route, vous voyez des arbres, les sachets sont les fleurs sur les arbres. On voit des bouteilles en plastique, on voit toutes sortes de déchets. Tout à fait, le constat, tout le monde le connaît. Tout le monde le sait. Allez-y, droit au but, s'il vous plaît. Donc, moi, je pense qu'il faudrait revenir à des méthodes d'emballage biodégradables. Il faut revenir à la bouteille en verre pour le lait. Il faut revenir, ou bien en carton. Il faut revenir les pots de yaourt en verre. J'en ai encore d'autres fois à la maison. Donc c'est tout cela. Moi je pense qu'il faudrait penser à ce qui se faisait, qui était très bien avant, pour l'appliquer maintenant. On en a marre des déchets. On en a marre de voir matières notre... plastiques surtout. Ah ouais, surtout. Très bien. Voilà. Alors, voilà. Allez-y, rapidement. C'est vraiment difficile à gérer aujourd'hui. Ce que dit M. Mostaganem Investisseurs. Normalement, il y a quelque chose à savoir, c'est très important. Normalement, au centre d'enfouissement technique, il n'y a plus de récupération. C'est ce qui se fait dans les pays développés. Donc la récupération, elle se fait à la source et c'est en elle-même une opportunité d'investissement. Donc normalement, les centres d'enfouissement technique, les matières sont déjà souillées. D'accord. Très bien. Alors, messieurs, on doit clore maintenant. D'abord, Monsieur Baba, avec tout ce qui a été dit, j'espère que vous avez enregistré les doléances des uns et des autres. On a une assistance qui est relativement remontée aujourd'hui. Je ne dirais pas remontée, mais très intéressée, c'est encourageant. Pour parler, je vais revenir à la dernière remarque de Sebrahimé. Le CET, ça ne suppose pas qu'il y ait un tri à la source vers les individus. C'est pour ça qu'on a créé des tri intermédiaires. On parle de centres de tri. Les centres de tri sont situés à la même enseigne que les déchetteries au niveau des CET. C'est pour créer une plus-value au niveau du CET, c'est pour faire marcher le CET. C'est pour qu'ils aient des moyens de financement parce que c'est une entreprise qu'il faut gérer. Ça, c'est un premier point. Secondo, comme je l'ai expliqué au début, on est en train de remonter dans la chaîne. Il faudrait que tous les acteurs, s'il manque un chaînon, la machine va être grippée. Donc, il y a le tri au niveau de déchetterie. On remonte maintenant aux points de collecte qui sont dans les quartiers. Il faut effectivement remonter à l'individu. Ça, c'est un travail de longue haleine, comme le disait madame, parce qu'il faut jouer sur le comportemental. Et le comportemental, il faut la sensibilisation, il faut de la communication, mais il faut aussi être responsable dans l'acte de produire. Il faut produire avec moins de déchets et dans l'acte d'acheter. Il faudrait que les clients achètent vert, il faudrait que les gens produisent vert et là, on ira vers la réduction d'elle-même du déchet. Très bien. Donc c'est un travail de longue haleine, ça va se faire, ça se fait c'est par étapes. J'ai dit qu'au début c'est graduel, on ne peut pas tout avoir du jour au lendemain. On joue sur le comportemental et influer sur le comportemental, ce n'est pas une chose aisée. Monsieur Ben Alia, il faudrait aujourd'hui peut-être revoir effectivement certaines dispositions législatives, fiscales pour encourager effectivement l'investisseur. Mais vous, après cette émission d'aujourd'hui, vous voyez plus clair aujourd'hui dans cet environnement du recyclage? Certainement, mais
j'allais dire, il faut d'abord communiquer. Déjà entre nous, ça serait bien qu'on ait, j'allais dire, les adresses et les coordonnées de tout le monde pour qu'on puisse communiquer entre nous. Et la deuxième chose, il faut que l'administration fasse plus d'efforts pour introduire les entreprises algériennes dans ce domaine, alors que jusqu'à maintenant, elles sont pratiquement privées de ce secteur-là. D'accord. Oui. Permettez-moi, Salim Baba. sur le plan de la communication, on a commencé à faire, par exemple, avec l'association des femmes pour une économie verte, on a fait un séminaire sur la question. Et dernièrement, on a fait une journée porte ouverte au niveau du Sénat. Ce n'est que le début d'un programme et on compte s'investir un peu plus vers les opérateurs. Mais en tout cas, pour un dernier mot, les opérateurs sont les bienvenus chez nous. D'accord. Donc moi, personnellement, je reçois pratiquement tous les Votre jours. J'ai porte pas est de ouverte, journée. on l'a compris. La Exactement, preuve, vous donc connaissez pratiquement tous ceux qui y sont là. Alors, Monsieur Rahim, d'abord, un aspect avant de vous donner le mot de la fin. On a oublié de parler de la création d'emplois, directs et indirects, à travers cette activité de recyclage. C'est dommage parce que c'est vraiment un secteur très important. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait les moyens adéquats pour réellement développer ce secteur. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'une petite invitation à partir en Italie, vous n'avez pas trouvé les gens probablement que vous n'avez pas communiqué. Parce que je vous invite la prochaine fois, quand vous voulez faire quelque chose comme ça, vous avez des organisations patronales sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Et là, ça ira, je dirais, l'information ira un peu plus loin. Et comme nous le faisons un peu aujourd'hui, hein, c'est ça l'intérêt. Et aussi du côté, bien entendu, des pouvoirs publics. Hein. Quand je m'adresse à vous dans l'ensemble, hein, bien entendu, il faut réellement, derrière, je dirais, ce secteur, une véritable politique de développement et d'incitation à l'investissement. Et on a l'impression qu'il n'y a pas le moteur encore derrière. Le décor est planté, bien entendu, hein, les choses sont là, mais il faut une volonté politique derrière, il faut une volonté du gouvernement tout entier pour inciter les investisseurs ou les promoteurs à aller dans ce secteur qui est un secteur, pour nous, vital pour le futur. Que ça soit en termes, je dirais, d'économie dans sa globalité, je dis emploi, formation, hygiène, santé publique, etc., etc. Donc les enjeux sont importants. Les enjeux sont énormes pour qu'on mette aussi peu de moyens derrière. Il faut mettre les moyens, il faut que l'administration, il faut que le gouvernement mette à votre disposition les moyens adéquats, et que ce soit au niveau de l'ONDI, que ce soit à votre niveau, pour réellement vulgariser et intéresser les investisseurs et intéresser toutes ces abeilles qui pourraient faire du miel à faire quelque chose avec vous. Parce que sinon, après, ça restera, comme c'est aujourd'hui, assez confidentiel. Regardez, tout de même, l'Agence nationale des investissements n'arrive même pas à drainer 10 personnes pour un séminaire en Italie. Ce qui est un salon, c'est ce qui est dommage. Je le déplore. Hein, ça prouve que... Et aussi, vous, de votre côté, où on n'arrive pas au niveau du ministère, on n'arrive pas à avoir toute, je dirais, avoir toute la clarté du processus. Donc il y a du travail à faire, c'est très important. Je pense que c'est un début, ce n'est qu'un début, mais je pense que l'avenir va nous édifier un peu sur le développement de cette filière. D'accord. Voilà. Merci. En tous les cas, pour moi, j'invite tous nos adhérents, investisseurs, à s'intéresser à cette, je dirais, à cette filière. Elle est vraiment intéressante. C'est une filière qui est tout à fait nouvelle chez nous. Il y a des opportunités extraordinaires et c'est une filière d'avenir. Je me redis encore une fois, le conteneur, c'est une affaire de temps. Ça ne va pas durer longtemps, cette histoire de conteneur. Vraiment, ce secteur-là, c'est un secteur d'avenir, créateur d'emplois, créateur de richesses. Voilà ce que je voulais terminer. En tous les cas, nous, l'UNI,
est à votre entière disposition, que ce soit à nos investisseurs, que ce soit à nos autorités, Andy, ministère, à collaborer avec vous et à d'autres associations, bien entendu, et essayer de faire tout ça ensemble pour que ça aille dans le bon sens. En 2 mots, c'est-à-dire, j'aimerais terminer sur... on ne peut pas laisser dire que l'État n'a pas fait d'efforts. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas le secteur de l'environnement. Le secteur de l'environnement, dès 2000, il y a eu le plan d'action environnementale et de développement durable qui est l'action du gouvernement. C'est l'action du gouvernement qui a été étayée par le PROGDEM, qui est la prise en charge des déchets spéciaux. Maintenant, on est allé crescendo. L'axe spécifique dès 2012, c'est le recyclage. Donc, il y a eu un programme énorme avec l'ANDI, avec l'ANSEJ, avec les autres ministères concernés. Donc, l'effort est là. Et pour donner un exemple concret, qu'on ne va pas terminer sur des paroles, le CET, par exemple, il y a 100 CET. Si je donne le chiffre, tu as un coût, tu as un CET, il y a un investissement de l'État. Sans CET... C'est-à-dire, ce qui est déplorable, c'est un peu vraiment de concrétiser tout cela sur le terrain. Et les CET existent, ils sont opérationnels. Beaucoup plus important que 5% pour le recyclage. C'est un peu non, cela, maintenant, l'appel qu'on fait, les opérateurs doivent s'incruster dans le domaine du recyclage. Pour clôturer ce débat, la porte est ouverte. Vous appelez les opérateurs à venir vous voir afin que vous leur facilitiez la tâche, afin que vous les orientiez, afin que vous leur donniez cette information tant recherchée. C'est ce qu'on a fait avec certains opérateurs ici présents. Très bien, voilà. Merci en tous les cas à tous. Karim Baba, je rappelle, du ministère de l'Environnement. Un opérateur qui est dans le domaine, M. Ben Ali Mohamed, de l'entreprise Benina. Et puis, Abdullah Brahim, président de l'UNI, l'Union nationale des investisseurs. Merci à tous. Et j'espère que ce débat a permis, en tous les cas, de lever un certain nombre de zones d'ombre concernant l'investissement dans ce domaine du recyclage. On espère que tous les opérateurs économiques qui vont suivre ce débat aujourd'hui en savent un peu plus et sont, on va dire, ou seront mieux orientés à l'avenir pour choisir ce créneau d'activité. Merci, à une prochaine.